Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série d'émissions Apollo. Donc aujourd'hui on va revenir en 68 après la tragédie d'Apollo 1. Mais avant de vous dire plus, parce que maintenant j'ai un micro, et puis juste avant on va passer à la petite minute un peu chiante où je vais boire un petit truc, voilà, juste un peu pour me préparer. Mon coca. Et maintenant, je reprends le micro. Donc, maintenant, nous allons revenir sur la mission 68, mais bon. Avant d'entrer dans les détails de la mission Apollo 7, il est temps de revenir au début de la conquête spatiale. Au début de la conquête spatiale, nous allons voir également le taux de risque qu'il peut y avoir dans l'espace. Car en effet, le risque zéro n'existe pas. Sauf dans la science-fiction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la conquête spatiale, du côté américain comme soviétique, ils commençaient à récupérer par-ci par-là des pièces de V2 et également des ingénieurs. Car en effet, les Américains soviétiques ne savaient pas, notamment, ne se connaissaient absolument pas des technologies du spatial. Donc en gros, la clé qui permettait d'aller vers l'espace était aux mains des Allemands. Et du coup, notamment, l'un des clés qui a permis aux Américains de s'élancer vers l'espace est Wernher von Braun. Wernher von Braun est en vérité j'ai déjà fait une vidéo dessus, je crois, mais c'est en vérité un ingénieur allemand qui, en vérité, vivait en Pologne. Du coup, il a été réquisitionné pour construire et concevoir la fusée V2. Petite parenthèse, la Pologne a été annexée au début de la Première Guerre mondiale. Donc ça fait depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale qu'il commence à concevoir ces V2. Donc juste pour un détail. Et surtout, avec cet ingénieur, en tout cas, il concevra notamment la fusée Saturn V et par-dessus tout avant la fusée Redstone. Quant du côté soviétique, il ne récupère pas des grands ingénieurs qui ont conçu les V2, mais plutôt quelques ingénieurs allemands qui ont bossé sur les V2, et également un ancien pilote et peut-être même, je sais pas, ingénieur, mais qui était soviétique, et c'est Sergei Korolev. Sergei Korolev et Wernher von Braun sont tous les deux en effet de la même passion, aller dans l'espace, conquérir la Lune et Mars. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux ne s'entendaient pas très bien parce qu'en effet, sur deux camps opposés, c'était en effet les Américains et les Soviétiques commençaient à avoir une rivalité et se lancent dans une course à l'espace. C'est la guerre froide. Pendant ce moment de la guerre froide, c'est là où ils commencent en effet à concevoir leur programme, le programme Mercury pour les Américains et le programme Sputnik pour les Russes. Et lors de cette mission, c'est les Russes qui gagnent. Donc les Russes gagnent, gagnent la course, enfin ils gagnent pas la course, mais ils commencent vraiment à commencer très bien avec leur programme Sputnik. Ensuite après avec Laika, puis Yuri Gagarin. Quant aux Américains, c'est la douche froide parce que avec leur programme Vanguard, ça n'avance pas si bien, alors que les Soviétiques, eux, se mettent très bien et enchaînent les victoires, ainsi qu'après c'est comme ça que naîtra l'astronaute Alexei Leonov qui fera la première sortie extravéhiculaire. Les Américains se sentent blasés et surtout sentent en effet qu'ils peuvent en effet gagner la course, les Soviétiques. Les Américains décident de prendre l'initiative et de faire le choix d'envoyer un homme sur la Lune avant la décennie des années 60. C'est là en gros qu'intervient la mission Apollo. Et juste avant de lancer le programme Apollo, il faut d'abord lancer un programme qui cette fois-ci n'accueillera pas un seul homme en orbite basse terrestre, mais deux hommes en orbite basse terrestre. C'est ainsi que naît le programme Gemini. Je ne vais pas tout vous récapituler ce programme, mais c'est en gros un programme avec une capsule qui est juste 1 ou 2 mètres plus grand que Mercury, qui peut en effet accueillir plus de personnes cette fois-ci. Et cette fois-ci, elle abrite quelques différences par rapport à la capsule Apollo et Mercury. Donc en gros, sur cette fusée, en effet, il n'y a même pas de tour de sauvetage comme du côté soviétique ou encore sur les missions Mercury et Apollo. Donc en gros, le système qui penchait plutôt à l'époque, c'était des sièges éjectables. En gros, les sièges éjectables, c'était en gros un système qui était bien différent des tours de sauvetage et ça pouvait en gros, théoriquement, sauver les astronautes si les parachutes de la capsule ne se déploient pas à la rentrée.
Et du coup, je vais déjà vous garantir que déjà l'éjection à l'horizontale et en plus proche du sol ne garantit absolument pas la survie des astronautes. Et du coup, il décide après pour la mission Apollo de supprimer les sièges éjectables. Après avec ces missions Gemini, c'est là qu'intervient les missions Apollo. Ces missions Apollo seront en effet très différentes et seront hors du commun que toutes les autres missions. Avant de vous entrer plus dans ces détails de cette mission, je vais déjà vous montrer la maquette que je vous ai parlé au début de vidéo. Voici la maquette, donc je sais, elle n'est pas vraiment jolie, mais voici à quoi ressemble. Ici, on a le LEM, et ici, on a le vaisseau Apollo. Donc, comme je l'avais expliqué en effet sur la vidéo de Saturne V, j'avais déjà expliqué comment aller sur la Lune. Donc, je vous renvoie aussi à aller voir cette vidéo si vous savez en savoir plus. Donc, si vous voulez en savoir plus, parce que là, j'ai bégayé comme un glandu, et vous pouvez aller voir cette vidéo. Donc, en gros, le vaisseau Apollo, c'était ça. Un cône de métal posé sur un module de service avec un gros moteur à l'arrière et une petite antenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maquette, en effet, elle n'a pas coûté très cher. En plus, en seulement un jour, je l'ai fait. Si on prend en compte la peinture et le moment où je sèche, donc en effet, ça a pris du temps, mais en un jour, j'ai pu la finir. Donc, voici à quoi ressemblait. Donc, la capsule Apollo pouvait, en effet, cette fois-ci, accueillir 3 places au lieu de 2. Donc en effet, cette capsule à 3 places, comme en effet cette capsule pouvait accueillir beaucoup plus de personnes, et cette fois-ci, il était cette fois-ci envisagé d'acquérir à cette capsule un module de service. Et ce module de service est équipé d'une petite antenne pour la communication, parce que sinon, les contrôleurs au sol ne pouvaient pas savoir ce que faisaient les astronautes en vol. Et également d'un nouveau moteur qui a été ajouté, le moteur SPS, qui est un composant critique puisque c'est lui qui doit assurer le transfert entre l'orbite basse terrestre et le transfert de Hohmann. Le transfert de Hohmann, si vous ne savez pas ce que c'est en gros une manœuvre qui permet d'aller sur la Lune et qui en effet a un avantage puisque si on donnait le moteur du module de service, en fait, s'il ne fonctionnait pas, l'attraction lunaire va capturer le vaisseau et le renvoyer vers la Terre. Cette trajectoire a été en effet service de sécurité si en gros le moteur ne se rallumait pas ou s'il était plus utile, s'il n'était plus être possible de le rallumer. Et ça a été très utile pour la mission Apollo 7. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voici ce que c'est le module de service. Donc on va gentiment remettre le petit cône de métal sur son module de service et nous allons attaquer la suite. Donc pour ce qui en est de la suite, je vais déjà ranger ça parce que ça ne me sert plus à rien pour la suite de la vidéo. Donc je vais juste ranger ça et on se retrouve après. Ah, et au passage, j'ai quand même gardé les 2 modules parce que ça peut être important pour la suite de la vidéo. Donc pour la suite de cette vidéo, maintenant on va parler un peu plus en détail de la mission. La mission consistait en gros à faire comme la mission originale d'Apollo 1, envoyer un équipage en orbite basse terrestre. Donc en gros, si vous voulez savoir, c'est que en effet, il n'y avait pas de module lunaire. Ce n'était pas une Saturne V qui devait emmener la fusée, mais c'était la petite sœur de la Saturne V, la Saturne 1B. Donc en gros, la Saturne 1B, c'est en gros une version raccourcie de la Saturne V. À la place des gros étages S1C et S2 qui devaient notamment envoyer la fusée notamment vers l'orbite basse terrestre. Donc en gros, quand le train lunaire arrivait en orbite basse terrestre, il y avait le S4 qui était en effet présent. Et notamment le S2. Mais là, avec la Saturne 1B, il n'y a que le S4 qui est en orbite basse terrestre. Et du coup, le module de service Apollo devait être notamment utiliser un peu son carburant pour pousser un peu. Donc en gros, avec le S4, notamment, on pouvait en effet un peu pousser un peu plus loin. Et du coup, pour finir la mise en orbite, on utilisait le moteur SPS du module de service. Et du coup, sur la suite de ce vol, notamment avec la Saturne V, là où une Saturne 1B envoyait 15 tonnes en orbite basse, en effet, la Saturne V pouvait emmener 100 tonnes, doigt dans le pif. En effet, cette fusée était vraiment gigantesque. Mais j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si vous voulez aller voir cette fusée, j'en ai une en Lego, donc si vous voulez la voir, je vous envoie notamment dans les fiches, vous pouvez aller voir la fusée. Donc, en effet, en tout cas, la mise en orbite se passe très bien et en effet, aucun problème se roule.
Sauf que, en effet, l'équipage commence en effet à se plaindre. Car en effet, Houston commande énormément d'expérience et en effet, des manœuvres spatiales est beaucoup demandé par les astronautes à faire, notamment sur l'attitude du vaisseau. Pas l'altitude, hein, l'attitude, son orientation si vous préférez. Donc en gros, il s'agissait en gros de faire des manœuvres spatiales pour orienter le vaisseau et ainsi voir si le gyroscope qui était à bord et le système RCS fonctionnaient parfaitement. Mais le problème, c'est qu'en effet, le gyroscope n'était pas fonctionnel. Et du coup, il y avait les RCS qui devaient marcher. Et du coup, les RCS marchent. Et du coup, le but, c'était en effet de faire en effet une sortie spatiale pour en effet, si après Apollo 11, si on donnait sur la mission Apollo 11, il fallait faire une sortie spatiale, il fallait les entraîner. Et du coup, il fallait en gros dépressuriser la capsule, hein, parce qu'il n'y avait pas de sas comme sur l'ISS, ou encore sur la station Skylab ou Mir. Et il fallait totalement dépressuriser le module pour ensuite sortir dans l'espace. Puisque sinon, si on ne l'avait pas dépressurisé, c'est là où on risquerait en gros à l'éjection totale de l'équipage, où en gros l'air s'échapperait. Et quand l'air s'échappe, elle emporterait l'équipage et l'emporterait très loin. Et ensuite l'astronaute dériverait dans l'espace interstellaire. Donc, pour revenir à la suite de cette mission, après l'équipage, arrêteront de râler sur le fait qu'en effet, ils doivent faire beaucoup de manœuvres spatiales et qu'ils doivent travailler durement. Après, ils finissent par rentrer très rapidement sains et saufs sur Terre, et la mission se déroule à merveille. En gros, la mission consistait à simplement tester le module Apollo et le module de service. Mais la mission, le module de service Apollo, ne va pas être totalement validé car il s'agit en effet de la mission Apollo 8, plus celle qui est la mission après Apollo 7. La mission Apollo 7 a servi en gros à tester le module de service et le module de commande Apollo. Donc en gros, ça a servi à tester les manœuvres orbitales, à sortir dans l'espace à partir de ces capsules. Et puis surtout, ne vous attendez pas à ce que Apollo 8 ait un module lunaire. Parce qu'en effet, de base, il devait y avoir un module lunaire à l'Apollo 8, mais le module lunaire n'a pas été terminé à temps, du coup la coiffe est donc vide. Il faudra attendre en effet Apollo 9 pour qu'en effet il y ait le premier module lunaire à l'intérieur de la coiffe. Ce qui en fait du coup la première Saturn 5 complète du programme. Car toutes les autres Saturn 5 étaient, avec la coiffe, elle était totalement vide. Ou alors juste un port d'amarrage pour s'entraîner à s'arrimer sur le S4. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cet épisode. S'il t'a plu, tu peux lâcher un like ou laisser un petit commentaire. Ça peut m'aider. Si tu as envie, même tu peux te mater toute la playlist. En attendant, soyez guidés et cherchez la vérité.